les enfants, t'as un espèce d'espoir qui est extraordinaire. J'ai eu un effet secondaire qui s'appelle Jonah et qui a 18 mois aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de messages de jeunes parents me disant que eux, c'était en devenant parents qu'ils étaient devenus féministes. Je voulais vraiment que tous les enfants puissent être héros, héroïnes de livres où il se passe des choses extraordinaires. C'était aussi montrer que les enfants sont pas la propriété de leurs parents et que défendre leurs droits, ça ne devrait pas nous intéresser que lorsque nous-mêmes on devient parents parce qu'on posséderait un enfant. Plus on est de personnes à croire en un monde plus juste, plus on a de chances que ce monde plus juste arrive. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast d'Over the Rainbow, un podcast qui vous donne la parole pour venir raconter vos histoires. Ici, vous allez apprendre des choses, vous informer, être sensibilisé à des causes, rire, peut-être pleurer aussi, mais ce qui est certain, c'est que ces épisodes vont vous toucher. Le mantra ici, c'est prenez soin de vous et prenez soin des autres, et ça commence maintenant. Je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute. Bonjour Alice. Salut. Comment est-ce que tu vas ? Eh ben, ça va plutôt pas trop mal. Je te remercie de cette question. Trop bien. Merci beaucoup de m'accueillir dans tes bureaux. Je suis trop contente de te voir. Est-ce que pour commencer, parce que moi je te connais, parce que je te suis sur les réseaux, tout ça, j'aime trop ce que tu fais, on va pouvoir en parler. Mais est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter un petit peu ? Oui. Du coup, je m'appelle Alice Pfatzer. On peut le prononcer Pfatzer ou Pfatzer ou peu importe. Il y a plein de façons de le dire. Je suis créatrice de contenu, influenceuse et fondatrice d'une maison d'édition jeunesse inclusive qui s'appelle Bonbon Citron Édition. Et ça, c'est trop stylé. On va en reparler. Du coup, comme je te disais, ça fait hyper longtemps que je suis ton compte. J'aime trop ce que tu fais et c'est vraiment un des comptes référence pour moi sur le féminisme. Wow. Aujourd'hui, du coup, on va pouvoir parler d'engagement féministe, de droits des enfants, de maternité et, tu l'as dit, de ton récent projet de maison d'édition jeunesse inclusive, donc un bon programme. Est-ce que pour commencer, tu peux nous raconter un petit peu ton parcours à toi ? Oui. Parcours quoi ? Parcours pro ? Parcours, disons à partir du moment où tu as réfléchi à ce que tu voulais faire plus tard, au niveau de tes études, wow. Vers où tu es partie ? Ouais. Alors, j'ai jamais vraiment réfléchi à ce que je voulais faire plus tard. Qu'est-ce que qui peut être intéressant et qui explique là où j'en suis aujourd'hui. J'ai commencé à partir de mes 17-18 ans. J'ai été chef-ten au sein des Scouts et Guides de France. Ok. J'en parle parce qu'évidemment, ça a forgé mon rapport aux jeunes et aux enfants. Donc c'était un moment important dans ma vie. C'était super. À l'issue de ça, j'ai fait des études d'histoire parce que je voulais être journaliste et que je me disais qu'il fallait que je renforce ma culture G pour pas me laisser avoir par des politiques et pour surtout mieux comprendre le contexte actuel. Mais j'avais aussi peut-être un peu envie d'être prof ou instit, donc voilà, ça me laissait des portes ouvertes. Et mon beau-père a entendu un matin à la radio pendant que j'étais en études d'histoire que John Paul Lepers, qui avait fait la télé libre, un média libre en ligne, proposait à des jeunes Parisiens de faire un stage pour apprendre à être journaliste. Et je me suis dit, oh my God, trop bien. Il faut que j'y aille. Et donc, j'ai passé un entretien, ça s'est super bien passé. Et j'ai pu faire ce stage, et c'était juste merveilleux, parce que j'ai appris plein de choses. Et en fait, à l'issue du stage, ils m'ont proposé de rester chez eux, parce que ça s'était très bien passé. Et donc, j'ai intégré l'équipe, et ça a été des années juste extraordinaires, durant lesquelles, du coup, j'ai pu faire des sujets sur les sujets qui m'intéressaient. Et donc, pendant un moment, je me suis intéressée aux questions de genre, justement. Plus précisément de droits des femmes, mais j'étais pas du tout féministe en tous les cas. C'est pas comme ça que je me revendiquais. Et j'avais énormément d'idées reçues sur le féminisme. Et d'ailleurs, dès lors que j'ai interviewé des féministes, je les taquinais un peu, quoi. Ah ouais. Ouais, j'étais cette relou-là. Infernale. Quand je revois les images, parfois, je me dis, on change tous. Ouais, un jour, ça ressortira peut-être. Et après, je me suis intéressée plus aux questions d'extrême droite. Donc, ça explique un petit peu aussi ce que je publie sur ma page, en fait. Hein, ça date pas d'hier. Ça, c'était en 2012. Donc, ça fait un petit moment que ça m'intéresse.
Et les années ont passé et moi, j'avais ce truc où je me disais: «Purée, mais c'est trop bien ce que je fais, mais les scouts, le rapport aux enfants, aux jeunes, ça me manque terriblement, quoi». Et ils m'ont proposé d'intégrer le bureau et là, je me suis dit: «Bon, c'est un peu un tournant de ma vie, comme à chaque tournant, je dérape complètement» et j'ai dit: «Bah non, en fait, je vais partir et je vais essayer autre chose». Et donc je me suis dit que j'allais peut-être tenter, j'étais jeune, d'être prof ou instit, mais que pour ce faire, il fallait quand même que je me tâte au milieu scolaire ou en tous les cas aux structures accueillant des enfants avant de me lancer à passer des concours, etc. Et du coup, je suis allée postuler un peu à l'arrache dans un centre de loisirs et j'ai été prise. Et j'ai été complètement happée. C'était pas prévu. Je devais rester 1 mois pour les vacances scolaires. Et en fait, je suis restée 5 ans. Ah oui, bien happée là quand même. Ouais, bien happée. Et c'était juste merveilleux. C'était vraiment une expérience extraordinaire que j'ai beaucoup aimée. Et j'y suis restée parce que je voyais des profs enfin des instits en l'occurrence, professeurs des écoles et professeuses des écoles. Et je me disais, en fait, c'est pas ça que je veux faire. Tu vois, le rapport aux enfants, quand t'es animateur, animatrice, c'est un rapport qui est vachement spécial et dans lequel tu peux, je trouve, vraiment accompagner les enfants d'une façon particulière. Et ça m'a vachement plu. Et c'est à partir de là que je me suis énormément intéressée aux droits des enfants et, et que j'ai pu constater de mes yeux, on en parlait quand on a eu notre petit coup de téléphone l'autre fois, mais les discriminations dont ils étaient victimes dès la maternelle, en fait. Et évidemment, quand on est témoin de ça, un petit peu sensible à l'égalité, à l'équité, aux droits humains, etc., on ne peut que s'insurger, quoi. Ok. Et justement, ce que je voulais te demander, c'est qu'est-ce qui te plaisait tellement dans ces métiers-là auprès des enfants? Qu'est-ce que... Oh là là, franchement, c'est vraiment trop génial. En fait, Ouais. c'est à la fois éreintant. D'abord, il s'agit de métiers ultra précaires. Parfois, on fait signer des contrats. Franchement, c'est innommable, hein, ce qu'on accepte. Tu vois, c'est comme tous ces métiers qu'on appelle métiers passion. C'est une belle connerie pour nous faire accepter C'est clair. des situations qui sont déplorables. Mais mis à part les conditions physiques qui sont très difficiles, les salaires qui sont vraiment dégueux, la meuf, elle fait une liste longue comme le bras. Bon, mis à part tout ça, une fois que t'as dépassé tout ça... Non, en fait, ce qui est vraiment génial, c'est ce que je te disais là, c'est ce rapport aux enfants. Bon, tu veux savoir le fait de travailler avec les enfants, pourquoi c'est si intéressant? Ouais, pour toi, qu'est-ce qui t'a plu en fait dans ce Des rapport-là? Des enfants, il y a une espèce t'as un espèce d'espoir qui est extraordinaire. En fait, tout est démultiplié, c'est-à-dire que dès lors que tu observes un enfant qui vit une injustice, quelle qu'elle soit, c'est démultiplié, c'est terrible parce que c'est une injustice qui prend une ampleur. Tu comprends, c'est sous tes yeux le fait que lui ou elle n'a rien demandé et c'est dégoûtant parce que des enfants du même âge à côté ont une vie qui est bien plus paisible. Et à l'inverse aussi, là où c'est démultiplié, c'est cette touche d'espoir où tu te dis, mais pour certains, c'est une toile vierge, quoi. Tout est réalisable parce qu'ils ont une façon d'imaginer le monde. Tu vois, on parle souvent de naïveté, mais en fait, moi, je considère pas que ce soit de la naïveté. Parfois, ils te balancent des trucs qui sont d'une évidence telle et qu'on oublie un petit peu avec le temps parce qu'on accepte des choses qui sont inacceptables, tu vois. Je sais pas, des enfants pourraient très bien te dire, mais pourquoi tu t'infliges un travail que t'aimes pas, tu vois. Enfin, je comprends pas. Et toi, en tant qu'adulte, t'as fini par intégrer, par te plier, par te conformer et te dire, bah si, en fait, la vie, c'est travailler. Et le travail, c'est la racine du mot travail, c'est torture. Hein. Voilà, c'est normal que je souffre, etc. Enfin, voilà, ça, c'est un exemple, mais tu vois, il y a cette espèce d'intelligence qu'on perd au fur et à mesure et qui est merveilleuse, quoi. Ouais, on a beaucoup à apprendre au contact des enfants, quoi. Ouais, mais en fait, ils te mettent face à tes contradictions. Et puis, en plus, c'est tellement pas mal intentionné que t'es obligé de te la prendre dans la tronche et de l'assumer, tu vois. Et le soir, tu rentres et tu te questionnes, mais c'est vrai, pourquoi? Ok.
Trop intéressant. Et du coup, qu'est-ce qui t'a mené après à créer ton compte militant? Ça a été quoi la motivation pour lancer Je suis une sorcière? Eh ben, en 2019, j'ai quitté mon taf parce que financièrement, c'était vraiment juste plus possible du tout. Très compliqué. Et puis bon, ça a d'autres défauts hein, quand même, ce milieu. On va pas se mytho. Et je suis partie, je devais partir 1 an en voyage et puis il y a eu le Covid. Donc je suis Sympa. rentrée un peu plus tôt, mais c'était très bien quand même. Et, euh, et en fait, j'ai eu le temps d'infuser là un peu toutes ces années que j'avais vécues où tout allait à 1000 à l'heure, où j'ai ingurgité un nombre d'informations, où j'ai évolué et j'ai pas pris le temps de me poser, me demander qui j'étais, etc. Et là, du coup, le fait de me poser, bah, ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai pu infuser un peu tout ça. Et en fait, au tout début, mon compte Instagram, donc c'était sur les insultes. Et en fait, c'était un truc auquel j'avais réfléchi pendant un trajet en car, pendant un de mes voyages, enfin pendant mon voyage. Donc j'avais pas Internet, j'avais pas tout ça, donc forcément, bah, tu te retrouves à réfléchir. À penser à des trucs. Mais mine de rien, en fait, c'est vachement rare maintenant. Ouais. Enfin, moi, je suis tout le temps sur mon... Parce que je fais jamais rien, quoi. Mm. Et du coup, il y a eu ce truc des insultes qui a popé dans ma tête et qui m'a obsédée, mais pendant je ne sais combien de temps. Vraiment, je ne pensais plus qu'à ça. Pourquoi est-ce qu'il existe des insultes discriminantes? Mm. Pourquoi est-ce que... Pourquoi... Enfin, c'était un peu l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est l'insulte qui marginalise ou est-ce que c'est des populations qui sont déjà marginalisées et du coup, on utilise leur existence comme une insulte? Enfin, bref. Et j'ai créé Je suis une sorcière. Et à la base, c'était pour m'intéresser aux insultes, pour déconstruire tout ça et surtout pour proposer de se réapproprier tout ça. Et en fait, évidemment, quand on s'intéresse aux insultes, on touche à toutes les discriminations qui existent ou qui ont existé. Et du coup, bah, je me suis parée en steak. Ça a évolué. Et Euh, justement, c'est ce ouais. que j'allais te demander, c'est après comment le compte au final est passé d'un compte qui parle des insultes et qui sensibilise à l'histoire des insultes au compte que tu as aujourd'hui qui parle plutôt des enjeux féministes. Et bah déjà, l'histoire des insultes, j'en ai surtout parlé dans le bouquin que j'ai fait à ce sujet-là. Ouais. Mais sur mon compte, c'était plus de la réappropriation, tu vois. Mm. Je faisais de temps en temps aussi, quand même. J'avais des posts qui s'appelaient T'es qui et c'était T'es qui salope, T'es qui Mm. enculé, T'es qui machin, où j'expliquais l'histoire de l'insulte, mais voilà. Et ben, comme je te disais, en fait, à chaque fois, ça aborde des discriminations. Donc, nécessairement, en fait, au bout d'un moment, moi, ça m'a démangé aussi d'aller un petit peu plus loin Mm. et de parler de ces discriminations qui sont inscrites dans la société avec les insultes, mais qui s'inscrivent aussi dans la société de plein d'autres façons. Et voilà. Ok. Et après, du coup, tu as écrit 2 livres, Mm. dont un sur les insultes. Ouais. Ça a été Qui quoi est coécrit, hein. Ouais, Je qui est tiens à le dire. coécrit. Et du coup, ça a été quoi Enfin, est-ce que tu peux nous en parler de ces livres-là? Du premier déjà que tu as coécrit, du coup, ça De ce s'est que fait c'est comment? ou... Ah, Ouais, comment ça s'est fait? ouais, comment ça s'est fait et ce que c'est? Eh ben, comment ça s'est fait? J'ai été contactée par une éditrice de Mango Édition et qui aimait bien ma façon d'écrire et de raconter les insultes, etc. Elle m'a proposé de faire un livre. Et au début, j'étais là en mode, ça sent le piège. Et donc, j'ai mis grave longtemps à lui répondre, en fait. Et finalement, je me suis fait un peu engueuler par ma mère qui m'a dit, mais tu te rends compte, c'est super qu'on te propose ça. Et c'est vrai, tu sais, ma grand-mère, elle avait beaucoup écrit, machin. Enfin bref, il se présentait à moi une chance que j'étais un peu égoïste, enfin, ou inconsciente de refuser. Donc, je me suis dit, ok, vas-y, je vais tenter. Et j'avais découvert entre-temps un compte qui s'appelait C'est quoi cette insulte de Laetitia Abad-Estieux et que je trouvais génial. Euh, je trouvais qu'elle écrivait très bien et qu'elle abordait pas le sujet exactement de la même façon que moi. Et du coup, j'ai dit à Juliette, mon éditrice, écoute, moi je suis partante, mais j'ai découvert un compte que je trouve super intéressant et j'aimerais bien lui proposer de coécrire le bouquin. Et elle m'a dit, bah écoute, vas-y, propose-lui, pourquoi pas. Et donc j'ai glissé dans les DM de Laetitia, à qui j'avais jamais parlé, je crois. Et je lui ai proposé d'écrire le livre avec moi. Et je pense qu'elle s'est dit,
what? Elle sort d'où? Une meuf que je connais pas vient dans mes DM, me propose d'être publiée par une maison d'édition. Et c'est un peu notre belle histoire de sororité parce qu'elle a accepté, ça s'est super bien passé. Et moi, c'est devenu, Laetitia, je l'aime beaucoup, c'est devenu une amie, quoi. Trop bien. Et du coup, on a coécrit le livre. Moi, je m'occupais de décrypter les insultes oppressives. Et Laetitia, et moi, je m'occupais aussi de proposer une réappropriation. Et Laetitia s'occupait de proposer des alternatives inclusives. Ok, Voilà. trop bien. Une bonne équipe, quoi. Ouais, et c'était trop bien. Et on s'est bien marré, ça a trop bien fonctionné. Trop cool. Et tu as aussi écrit un autre livre, du coup, cette fois-ci toute seule, sur le sujet des violences gynécologiques. Ouais. Pourquoi tu as choisi d'aborder ce sujet et quel angle tu as pris pour le faire? Pourquoi j'ai choisi d'aborder ce sujet? Parce que en rentrant de voyage, justement, j'ai été opérée. J'ai eu ce qu'on appelle un kyste ovarien. Ok. Et donc, j'ai dû être rapatriée. Oui, parce que je parlais du Covid, mais il y avait aussi cette petite histoire. De santé. Ouais, voilà. Et donc, j'ai été rapatriée et opérée. Et en fait, avant de me faire opérer, j'ai dû faire ce qu'on appelle une radio endovaginale. Et au moment de rentrer dans la salle où j'allais faire cette radio, je m'aperçois que c'est un jeune homme. J'étais là en mode, oh mais mon Dieu, flinguez-moi quoi. Quelle horreur, je vais devoir me mettre à poil devant lui, on a le même âge. Il était pas trop mal en plus, on va pas se mytho. Et en fait, le mec me demande pas du tout de me mettre à poil. Ça va même plus loin que ça. En fait, je me retrouve jamais nue du tout. Il me propose, tu vois, il se retourne, j'enlève mon bas et en fait, il me propose de mettre toute seule un drap sur moi. À l'issue de ça, donc je suis super à l'aise en fait. À l'issue de ça, il me propose de prendre la sonde endovaginale. Il m'explique comment va se passer l'entretien et il me propose de m'insérer moi-même la sonde endovaginale. Et une fois que je me la suis insérée, il me demande si je suis OK pour qu'il la manipule et pour pouvoir m'examiner. Et là, moi, vraiment, mon crâne a explosé, quoi. Je me suis dit, OK. Donc, en fait, je suis sortie de là, vu que j'étais sereine, que je me sentais pas à nu, que je me sentais pas être un objet, j'ai compris absolument tout ce qu'il m'expliquait parce que je pouvais me concentrer sur ce qu'il me disait. Donc j'étais en pleine possession de mes moyens, je me suis pas sentie dégradée, enfin voilà. Et je suis sortie de là et je me suis dit, mais purée, en fait, qu'est-ce qui vient de m'arriver? Est-ce que ce serait pas un rendez-vous normal? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai 32 ans aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai commencé à aller chez le gynéco, j'avais 15 ans, je pense. Pendant 15 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Qu'est-ce que c'était ça, que ces rendez-vous dans lesquels je comprenais rien parce que j'étais concentrée sur d'autres trucs, je me sentais pas bien dans mes baskets, etc. Qu'est-ce que c'était? Et j'ai réalisé plein de trucs, et notamment une violence un peu vénère gynécologique que j'avais vécue juste avant de partir en voyage. Et donc ça a été un peu le déclencheur d'une grosse enquête. Et j'ai fait une enquête aussi auprès de mes followers, des personnes qui suivent la page. Et on a été entre 3700 et 3800, ou 3900, je sais plus. Bon bref, très nombreux et nombreuses à répondre à cette enquête. Et enfin bref, ça a été incroyable. Et donc j'ai fait un livre là-dessus, sur la consultation gynéco, parce que j'ai fait évidemment énormément de recherches après sur ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, ce qui tombe sous le coup de la loi, hypothétiquement. Enfin voilà. Et donc j'en ai fait un espèce de guide pour les consultations gynéco. Qui est trop bien d'ailleurs. Je le recommande. Je l'ai dans ma bibliothèque. C'est super. Du coup, pour revenir au sujet autour des enfants, donc tu as toujours entretenu un lien très fort avec les enfants. Est-ce que tu te posais la question de la maternité ou pas du tout? Non, oui, peut-être, je sais pas. En fait, je me suis jamais dit je veux pas d'enfant et je ne crois pas m'être déjà dit je suis sûre de vouloir un enfant. Ouais. En fait, évidemment, j'ai été éduquée dans la même société que toi, que les personnes qui écoutent. Je pense que si je me projetais, je m'imaginais pas sans enfant. Mais j'avais pas une image précise dans ma tête de ce que je voulais, quoi. Oui. Par contre, j'ai toujours aimé
la compagnie des enfants. Non, mais c'est vrai, je trouve que c'est une étape de vie qui est super chouette. J'ai des neveux et nièces avec qui j'aime premier degré passer du temps, c'est-à-dire que je suis contente de voir mes frères, mais je suis super contente de voir leurs enfants aussi. Et je passe des vrais moments avec eux et elles qui me plaisent. Enfin voilà, c'est des êtres humains que j'estime et avec qui j'aime passer du temps, quoi. Et c'était quoi la question? C'était, est-ce que tu te posais la question de la maternité, mais du coup, je pense que tu as répondu. Ouais, je pense que j'ai répondu. Ouais. Bah ouais. Et du coup, comment la maternité est arrivée dans ta vie, puisque maintenant, tu es maman d'un petit garçon. Ouais. Et ben, j'avais un super moyen de contraception, vraiment génial, qui s'appelle méthode naturelle. Ouais. Et j'ai eu un effet secondaire qui s'appelle Jonah et qui a 18 mois aujourd'hui, qui est formidable. Super effet secondaire Ouais, pour une fois. un très bon effet secondaire. Trop bien. Évidemment que tomber enceinte, ça veut pas dire devoir nécessairement devenir parent. Oui. On a la chance de pouvoir avoir accès à l'IVG. Donc, il y a évidemment un moment où je me suis posé la question, est-ce que je veux devenir mère ou pas? Et est-ce que je veux de cet enfant ou pas? Enfin, ou de cet enfant en devenir en tous les cas. Ouais. Et donc, si, en fait, je me suis déjà posé la question et je me la suis posée à ce moment-là. Mais là, j'étais devant une réalité qui s'imposait à moi et c'était un peu différent que de me projeter ou pas. Voilà. Ouais, c'est sûr. Et donc, en fait, oui, Jonas, ça a été un choix quand même, mais un choix à ce moment-là, quoi. Oui. Un choix un peu plus concret. Ok. Et donc, pardon, du coup... Oui, et du coup, ma question, c'était, est-ce que tu as l'impression que le fait d'être devenue maman, ça a changé quelque chose sur toi, le regard que tu portais sur certains sujets féministes ou pas forcément? Alors non, moi, j'ai pas changé quoi que ce soit dans ma vision du féminisme ou des droits humains depuis que je suis maman. En revanche, j'ai beaucoup de messages de jeunes parents me disant que eux, c'était en devenant parents qu'ils étaient devenus féministes. Ça, je sais que ça concerne beaucoup de personnes. Ouais. Non, ce que ça a changé, moi, avant d'être parent, je voyais vraiment le monde des parents comme un autre monde, tu vois. Vraiment, je me disais, c'est un autre monde ça, que je connais pas. Et voilà, on n'est pas dans la même bande, même si je m'entends bien avec les gens qui ont des enfants, machin. Et bah, là, du coup, je suis supposément dans une autre bande, quoi. Ouais, je vois. Ok. Et au niveau plus de la perception extérieure cette fois, est-ce que tu as l'impression que notamment tes abonnés ou voilà, t'ont perçu différemment entre la Alice féministe sans enfant et la Alice féministe et maman? Ouais, je pense que il y a tout un truc sur le fait de se conformer aux attentes que la société a pour les femmes. Je pense que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit ah mais purée tu montres qu'on peut être féministe et mère, tu vois il y avait ça aussi. Alors que pour d'autres c'était l'élément déclencheur de leur féminisme. Ouais. Là, t'en avais qui disaient ah oui, donc c'est possible. Tu as un peu ce truc de ah, tu te conformes, mais t'es féministe, mais voilà. Ça, ouais, je l'ai carrément eu. Il y a eu un truc aussi sur. Et ça, je t'en parlais un peu au téléphone. Ouais. Sur le fait que je parle des droits des enfants. En fait, presque je préférais avant, quand j'avais pas d'enfants, parler des droits des enfants parce que c'était aussi montrer que les enfants sont pas la propriété de leurs parents et que défendre leurs droits, ça ne devrait pas nous intéresser que lorsque nous-mêmes on devient parents parce qu'on posséderait un enfant. Et tu vois, il y a un peu ce truc maintenant où je me dis certainement qu'il y a toute une partie des personnes qui se disent bah oui, elles s'intéressent aux droits des enfants parce que elles possèdent un enfant. Or, les enfants n'appartiennent à personne et on est tous concernés par leurs droits. Et ouais, voilà. Ok, trop intéressant. Et on en parlait aussi un peu au téléphone. Il y a justement, enfin, ça me fait penser aussi là par rapport à ce que tu disais sur ah mais t'es féministe mais quand même tu te conformes machin parce qu'il y a un peu des discours child-free, donc des personnes qui ne veulent pas avoir d'enfants, qui sont parfois un peu culpabilisants sur du coup celles et ceux qui veulent fonder une famille. Qu'est-ce que t'en penses un peu de cette... Je pense que d'un côté, il y a les child-free qui vivent des discriminations sans arrêt sur leur choix de ne pas vouloir d'enfants.
Souvent, ça vient de personnes qui ont des enfants ou qui souhaitent en avoir ou qui se questionnent pas et qui se conforment, etc. Et du coup, en réponse à ça, il y a évidemment des child free qui sont aussi parfois ultra violents avec les personnes qui choisissent d'avoir un enfant. Moi, je pense que on a évidemment un point de convergence qui est celui du choix, et que ce qui est intéressant, c'est pas de se demander de ce qu'on fait de ce choix, mais de faire en sorte que les gens puissent l'avoir et que qu'à l'issue de leur réflexion, ils choisissent ou non d'avoir des enfants, mais qu'en tous les cas, on donne le moyen à toutes et tous d'avoir accès à cette réflexion et de se dire en fait, c'est pas une fin en soi. Que d'avoir un enfant ou de ne pas en avoir selon machin. Enfin voilà, je pense qu'il y a vraiment un point de convergence, euh, et que cette opposition, elle dessert le fond en fait. Et le fond, c'est vraiment ce choix-là et que chacun et chacune soit libre de faire ce qu'il ou elle veut. Pour toi, pourquoi est-ce que la question des droits des enfants, elle est absolument liée aux droits féministes? Parce que le féminisme est intersectionnel déjà, Mm. et que les enfants, c'est quand même la catégorie d'être. Ils font partie des catégories de personnes les plus discriminées. Et toutes les discriminations qu'on peut retrouver chez les adultes, elles existent chez les enfants. On n'attend pas qu'un enfant soit adulte pour être validiste. On n'attend Mm. pas que. Enfin voilà. Donc toutes ces discriminations existent chez les enfants, mais ils ajoutent à ces discriminations qu'on connaît en tant qu'adulte le fait d'être enfant. Ouais. Et, euh, et ça fait partie, l'adultisme, voilà, ça fait partie des discriminations dont on ne se saisit absolument pas encore suffisamment dans le féminisme et dont on considère qu'on peut encore débattre, quoi. Comme il y a encore quelques années, on pouvait débattre du droit des femmes à disposer de leur corps, et ben aujourd'hui, on peut débattre du droit des enfants à exister dans la société, à exister dans l'espace public, quoi. Mm. Moi, ça me gonfle Ouais. vraiment, ça me hérisse les poils de voir que des gens qui, par ailleurs, sont complètement en capacité intellectuelle de comprendre à quel point c'est dérangeant de pouvoir dire, je sais pas, une femme ne devrait pas pouvoir travailler, mais de pas avoir le souci d'empêcher l'accès à des lieux, à des Mm. enfants. De pas questionner le lieu, mais plutôt de questionner l'accès de ce dernier aux enfants, quoi. Mm. Enfin, Ouais, mais c'est vrai que ça, c'est un sujet, je trouve, qui est vraiment peu abordé et où ouais. c'est hyper banalisé de dire oh non, mais moi, les enfants, je les supporte pas. Non, mais les enfants, c'est trop bruyant. Mais ouais, c'est plus que banalisé, il y a un Mm. côté un peu cool, mais que je peux Ouais. comprendre. En fait, je comprends qu'il y ait des meufs qui se saisissent de ce truc en disant non mais moi, les enfants, je peux pas les blairer, quoi. Je déteste les enfants, etc. Je peux comprendre le mécanisme, c'est-à-dire qu'on nous colle tellement Mm. sur le crâne dès notre naissance, si on est assigné fille, on nous colle des poupées dans les bras, on nous éduque dans le care en permanence, enfin voilà. Je peux comprendre qu'il y a un rejet de ça et qu'on doive rejeter le plus loin possible pour être sûr de ne pas être affilié à cette image-là. Donc je comprends le mécanisme. Ouais. Ce que je comprends moins, c'est qu'une fois qu'on a fait ce petit chemin-là, de se dire, bon, ok, en fait, ce qui me fait chier, c'est d'être affilié à la maternité. J'ai pas envie d'être affilié à la maternité. Je comprends pas qu'on n'entende pas que le problème, c'est pas les enfants, mais la maternité telle qu'on la conçoit dans notre société, tu vois. Et parce que ceux qui raquent au bout du compte, bah, ce sont les enfants. Et qui Ouais. n'ont pas les moyens de se défendre. Ils n'ont pas les codes sociétaux tels que nous, on les a, parce que c'est une société qui est pensée par et pour des adultes. Donc, ils n'ont pas les moyens de se défendre et de protéger leurs droits. Et nous, on travaille à les bafouer davantage. Et ça, moi, j'arrive pas à comprendre, quoi. Mm. Et justement, ton engagement aussi pour les enfants, ça t'a mené donc à ton dernier projet en date, qui est une maison d'édition jeunesse inclusive. Comment ça t'est venu l'idée de te lancer dans ce projet? Eh ben, ça date justement. Ouh, j'ai pas raconté ma vie pour rien. Ça date justement de cette expérience au centre de loisirs. En fait, je travaillais dans une ville riche, mais dans un des quartiers pauvres de cette ville riche. Donc, il y avait une sorte de mixité sociale, on dira. Sauf
comme dans tous les endroits où il y a de la mixité, finalement, en fait, on se retrouve en groupe avec des personnes qui nous ressemblent. Et donc, m'a sauté à la gueule les discriminations. Bref, je passe les détails, mais voilà, j'ai vu énormément de choses et il y a énormément de choses que j'ai compris aussi à cette époque-là. Et j'ai compris aussi que c'était vain d'essayer de combattre ces discriminations de façon superficielle, je dirais, en reprenant sur des termes, etc. Enfin, c'est pas vain, mais ça changeait pas le sort des enfants qui m'entouraient et ça me rendait... ça me saoulait, quoi, voilà. Ouais. Et en fait, rapidement, j'ai compris à quel point c'était systémique, tout ça était systémique, et à quel point la culture avait, pour le coup, la force d'apporter des réponses de façon plus profonde et plus pérenne. Et notamment, tu vois, là, je bossais dans cette école, la bibliothèque, je l'ai retournée je ne sais combien de fois, et c'était terrible, elle était remplie de stéréotypes, de tous les stéréotypes qu'on peut imaginer. Et donc, quelle injustice, quoi. Pour les enfants qui allaient dans cette bibliothèque, il y avait qu'une certaine catégorie d'enfants qui pouvaient se reconnaître dans les héros des livres, quoi. Et du coup, ça date de là. Je me suis dit, moi, je vais mettre ma petite pierre à l'édifice. Je vais faire ma part. Et je vais essayer de proposer des objets culturels qui puissent proposer à tous les enfants des représentations et qui ne soient pas des représentations qui disent ton existence est politique, donc je te fais un livre politique. Je veux vraiment que tous les enfants puissent être héros, héroïnes de livres où il se passe des choses extraordinaires. Trop bien. J'adore. Et comment ça s'est passé le parcours de création de ta maison d'édition? Parce que j'imagine que ça doit pas être une mince affaire quand même de créer ça. Ouais, c'était dur. Mais c'était dur parce que, bon, déjà, j'étais très jeune maman. Donc, voilà, des nuits qui sont pas toujours complètes. J'en parle avec un peu d'émotion. Et il y avait ça. Et il y avait aussi le fait que je voulais pas demander aux gens de faire des dons pour la maison d'édition pour qu'elle existe. Et du coup, je voulais plutôt leur proposer d'acheter un livre qui contribuerait du coup à faire des sous à la maison d'édition. Sauf que je ne pouvais pas demander à des auteuristes et illustrateuristes de travailler gratuitement parce qu'ils sont sympas. Donc en fait, c'est moi qui ai tout fait. Donc j'ai écrit et illustré 3 livres et tout l'argent qui a été récolté grâce à l'achat de ces 3 livres, ça m'a permis de lancer la maison d'édition et de financer du coup des livres créés par d'autres artistes. Voilà. Trop cool. Et donc oui, il y a eu, le crowdfunding. Oui, c'est ça, le crowdfunding, comment ça s'est passé? Et c'était intense, très intense, parce que tout jouait un peu là-dessus. Tu vois, j'ai bossé pendant 7-8 mois sans rien dire à personne. Même mon entourage, j'en parlais mais quasiment pas, parce que je me disais, en fait, ça va jamais fonctionner. Ouais. Donc, faut pas trop que j'en parle. Mais en même temps, ça occupait la quasi-totalité de mon quotidien. Donc 7-8 mois avec une sensation d'être très seule. Ouais, j'imagine. Et quand j'ai lancé le Ulule, du coup, je me suis dit, en fait, c'est là que je vais voir si j'ai travaillé 8 mois dans le vent, 8 mois, ou si il y a peut-être une petite chance pour que ça prenne. Et en plus, je m'étais persuadée que ça n'allait pas fonctionner, en fait. Pour pas être déçue, je pense. Ouais. Et en fait, on a atteint 900% des objectifs, donc c'était génial. Donc j'ai pu là, tu vois, il y a un nouveau livre qui sort, j'ai pu le financer parce que ça coûte cher les livres, surtout quand tu veux pas les faire imprimer en Asie. Donc voilà, et donc ça a été beaucoup de taf, mais avec un retour hyper positif et enthousiaste des gens. Et surtout, d'un coup, tu sais, je passais d'un truc où j'en avais parlé à personne, où d'un coup, je saoulais les gens avec ça. Mais où surtout, ça prenait vie et les gens me faisaient des retours dessus et j'avais des retours essentiellement positifs. Et bref, voilà, c'était l'apothéose. Et comment du coup, tu t'as dit que tu avais fait 3 livres toute seule, plus là, il y en a un autre. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire de quoi il parle et à quels enfants il s'adresse, en type d'âge? Le prochain, là? Tous, là, déjà, les 3 premiers que tu as sortis, du coup, c'est quoi? En fait, ma maison d'édition, pour l'instant, elle s'adresse aux enfants de 0 à 8 ans.
Comme par hasard, la tranche d'âge que j'encadrais. Du coup, il y a un imagier qui est pour les tout petits, qui permet de nommer les différentes parties du visage et de la tête, qui est très mignon, qui a été sold out en 2 semaines. Vraiment, j'étais là en mode « Waouh !» Et en plus, avec plein de retours après. Enfin bref, très cool. Donc ça, c'est un livre tout carton, tu sais, pour les tout petits. Celui d'après, c'est pour les enfants de plus de 3 ans. C'est un livre sous forme d'album qui parle d'un demi-frère et d'une demi-sœur qui, en fait, reçoivent toujours les mêmes qualités. Enfin, on dit toujours d'eux la même chose et des trucs hyper stéréotypés. Et du coup, ils se mettent en grève, le petit garçon en grève de la force et la petite fille en grève de la beauté. Et ils énumèrent un petit peu toutes les qualités qu'ils ont. Et ils font la grève jusqu'à ce que les adultes leur donnent d'autres qualités, quoi. Et celui-là, il plaît pas mal aussi parce qu'il est un peu rigolo, en fait. Ouais. Et le dernier, il s'appelle La danseuse au crampon. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui naît dans une famille de grands danseurs et grandes danseuses classiques. Et c'est un peu inné chez eux, la danse classique. Dès qu'ils font leur premier pas, en fait, ils font des arabesques extraordinaires, etc. Et elle est pas mauvaise, mais elle est franchement pas incroyable. Elle est plutôt moyenne. Et un jour, un peu par hasard, elle découvre le football et sport dans lequel elle excelle. Et en fait, ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que elle emporte un bout de son histoire, un bout de son identité sur les terrains de football. Et du coup, elle fait du foot en tutu. Et je trouve que c'est une belle métaphore de beaucoup de situations dans toutes nos vies, quoi. Et comment t'as réfléchi les histoires et les personnages? Enfin, ça a été quoi ton processus de création pour ces personnages-là? Je crois des trucs que j'aurais bien aimé lire. Je parle surtout des 2 albums parce que l'imagier, c'est un peu différent. Je savais que je voulais un imagier. En fait, il y a très peu d'imagiers proposés aux enfants avec autant de diversité de personnages. Donc ça, c'était un peu clair dans ma tête. Voilà. Pour les albums, c'était plus... je pense que ça s'adressait à la Alice petite. C'est comme ça que je les ai créés. Franchement, ça n'a pas été long d'imaginer les histoires, du tout. Ok. Et De donc les là, du coup, dessiner un peu plus. il y en a un petit dernier qui vient Ouais. de sortir. Tu peux nous en parler aussi? Bien sûr. Là, ce dernier-là, il s'appelle donc Mado et la boîte aux souvenirs. Il a été écrit par Laetitia Abadestieux, qui a un compte Insta aussi qui s'appelle C'est quoi cette insulte et qui, est ma première co-autrice. Voilà. Donc ça me tenait vraiment à cœur de faire ce premier livre par d'autres artistes dans ma maison d'édition avec elle. Et l'illustratrice, elle s'appelle Nella. Elle a un compte Instagram qui s'appelle nella.illustration avec un S. Et elle a juste un univers qui est juste extraordinaire. Elle, je la connaissais pas. Et en fait, quand j'ai annoncé la sortie de la maison d'édition, j'ai reçu plein de mails, plein de books d'illustratrices, illustrateurs, etc. Et elle, j'ai flashé, mais direct. Et je me suis dit, c'est la première qu'il faut que je rappelle. Donc voilà, et Mado, c'est un livre qui tourne autour de la question du deuil. En fait, ça faisait partie des thèmes que je voulais absolument aborder, du fait de mon histoire perso, et je sais qu'il y a des choses dont je vais devoir parler à Jonah très rapidement, et que j'aurais besoin d'outils pour m'accompagner avec ça. Donc je me doutais que j'étais pas la seule dans ce cas-là, et donc c'était très important pour moi. Et c'est un livre, je voulais quelque chose d'assez quand même, pas rassurant, c'est pas le terme, pas joyeux non plus, parce que... Enfin si, il est un peu joyeux en vrai, ce livre. En tous les cas, il est doux et il est très poétique. Il répond pas à la question de savoir ce qui se passe après la mort, parce que ça, à chaque famille, ce qui se raconte ou ce qu'elle se raconte. Mais par contre, des outils pour rassurer les enfants et surtout pour les rendre acteurs, actrices, parce que la mort, en fait, on se retrouve démunis, on nous impose quelque chose sur lequel on n'a pas la main mise. Et là, Laetitia a trouvé le moyen de faire en sorte de nous rendre acteurs, actrices de cet après. Et enfin, le livre, il est juste merveilleux. Moi, pour la petite histoire, là, je viens de perdre ma grand-mère et c'est super dur. Et en fait, j'ai dû faire la promo du livre au moment où ma grand-mère venait de décéder. Le timing compliqué, quoi. J'ai clairement pas réussi. Enfin, je vais pas mentir, quoi. Je me suis forcée à faire des petits trucs, mais c'était juste impossible. En plus, je devais parler de deuil, etc. Et en fait, tu vois, j'ai relu le manuscrit, etc.
Et ça m'a fait trop de bien. Et c'est ce que je dis là maintenant que je vais un petit peu mieux et tout. C'est ce que je dis, c'est quand j'en parle, je dis adulte, préparez-vous aussi en fait. C'est un vrai câlin ce livre. Sûr. Ok, trop bien. Et du coup, pour la suite, après, ce sera quoi? T'as d'autres projets là en termes de livres et tout ça, des trucs en livre, ouais, carrément. Là, il y a 3 autres livres qui vont arriver dans l'année. Trop bien. Ouais. Il y en a un en mai qui arrivera, qui est sur les relations à distance. Ok. Il y en a un en septembre qui arrivera, qui est un abécédaire des émotions. Il est juste trop beau. Il est pensé comme un outil aussi pour ouvrir la conversation entre les enfants et les adultes. Donc, c'est trop chouette. Et il y en a un autre qui arrive en octobre et qui s'appelle La vie cachée des animaux. Et qui est un... Oui, t'avais parlé de ce sujet, je me rappelle en story. ça me plaît grave. Qui est un livre qui... un petit animalier et qui s'intéresse aux femelles qui font des trucs un peu badass, qui sont un peu contraires à nos stéréotypes de genre. J'adore, ça a l'air trop bien, trop cool. Déjà, moi, du coup, je te l'avais dit, mais j'avais pris les 3 premiers livres là, c'est trop mignon. que j'ai acheté du coup pour ma nièce, mon neveu, voilà, qui était pile poil dans les âges, et mes petites sœurs d'accueil. Puisque ma maman fait famille d'accueil, et vraiment ça a été un franc succès. Donc, ça me fait plaisir. Donc j'ai hâte de voir la suite, et je pense que là, celui sur les animaux, là, je pense que ça va être très sympa à offrir aux enfants. En plus, si ça sort en octobre, je pourrais leur offrir ça à Noël. Donc, trop bien. Super. Et à part ça, sur le domaine de la maison d'édition, est-ce que tu as d'autres projets, d'autres envies, que ce soit pour ton compte ou même, je sais pas, des envies de voyage? Enfin, c'est quoi là qui ne concernent pas la maison d'édition, tu veux dire? À part de la maison d'édition, est-ce que tu as d'autres projets en tête? Ouais, j'aimerais bien être heureuse 100%. Ouais. J'aimerais bien... Non, j'ai très envie de continuer mon compte. Tu vois, j'ai eu un moment où j'étais un peu en down, en mode mais tout ça est vain, c'est abstrait, etc. Et en réalité, bon, ça va mieux. Et j'ai très envie de continuer mon compte et d'y faire plein de choses. Voilà. Trop bien. Pas de projet particulier. Mais continuer dans ce que tu aimes faire, quoi. Exactement. Trop bien. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent et qui souhaitent lancer un projet engagé et qui ont un peu peur comme toi, peut-être d'en parler aussi avant de le lancer, tout ça? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Que des mauvais conseils, je pense. Non, mais en vrai, je sais qu'il faut pas dire ça, mais se préparer à l'échec. Il y en a plein qui disent non, il faut avoir se calibrer en mode réussite et tout. En vrai, moi, le fait de m'être calibré en mode échec et de me dire si j'échoue, en vrai, c'est pas un échec. Et je me répétais ça à chaque fois et c'est vrai. C'est-à-dire que là, si ma maison d'édition s'arrête aujourd'hui, c'est pas un échec parce que j'ai développé tout un tas de capacités, tout un tas de connaissances, etc. Et le fait de me dire ça, en fait, du coup, j'avais plus peur d'échouer. Je me disais, mais j'ai déjà réussi. Je suis pas dans l'attente d'une réussite. La réussite, elle est déjà aujourd'hui, quoi. Ouais. Et donc ça, moi, ça m'a aidé à tenir, à aller au bout et à continuer. Je trouve que c'est un très bon conseil, au contraire. Ah, bon, merci, ça va. Je suis complètement d'accord. Moi, c'est souvent ce que je dis aussi des fois. Je dis tout le temps aux gens, mais lancez-vous. Au pire, si vous vous trompez, c'est pas grave. Si ça marche pas, c'est pas grave. Genre, au moins, vous aurez appris des trucs. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Et la dernière question du podcast, du coup, Over the Rainbow, ça veut dire au-delà de l'arc-en-ciel, donc c'est une notion d'espoir. Toi, quelle serait la notion positive et inspirante que tu voudrais transmettre aujourd'hui pour terminer l'épisode? J'ai été interviewée là il y a pas longtemps et on m'a dit ouais, mais des maisons d'édition comme la vôtre, inclusive, il y en a déjà beaucoup. Et elle pensait que c'était un problème, tu vois, parce qu'on est éduqué dans le capitalisme à vouloir se démarquer et être number one. Et en fait, moi, je trouve ça génial qu'il y en ait déjà beaucoup. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes. Et si vous voulez monter une maison d'édition inclusive, venez, faites-le. Et plus on est de personnes à croire en un monde plus juste, plus on a de chances que ce monde plus juste arrive. Et même si ça va pas dans les codes du capitalisme et de la compétition, etc. Voilà.
Très bien, très bonne façon de finir cet épisode. Merci beaucoup de m'avoir raconté ton histoire, ton parcours. C'était trop intéressant. Et vraiment, bien sûr, aux personnes qui nous écoutent, je vous recommande plus d'aller suivre Alice si c'est pas le cas. Et puis d'aller voir ce qu'elle fait pour ses livres et tout, parce que vraiment, c'est trop bien. Si vous avez des enfants dans votre entourage, let's go. Et puis, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Pensez à lui mettre 5 étoiles si vous l'avez apprécié. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez et vous procurer mon livre Qui suis-je qui a été publié aux éditions Le Duc. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye. Bye.